Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle session du webinaire. Bonjour Bernard, bonjour Bérangère, bonjour Bérangère, bonjour Bernard. Bonjour Fred, bonjour Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être là ce soir pour le nouveau webinaire de Wikidé. Ce soir, on change complètement de sujet et on passe au nœud de portage pour la plagiocéphalie. Donc pour ça, on accueille Bérangère Bonvalet, qui est kiné, ostéopathe, spécialisée en maxillofacial et crânien, et elle possède un cabinet qui est orienté en pédiatrie. Bien sûr, elle est aussi enseignante à l'IFMK de la Pitié-Salpêtrière, et enfin, elle est formatrice pour l'organisme Edelweiss sur le thème de la petite enfance. Donc Fred, notre animateur, je vais te laisser la parole pour que tu nous redonnes un petit peu les consignes par rapport à ce webinaire. Oui, c'est simple, c'est comme d'habitude, vous vous connectez plutôt sur Google Chrome si vous avez des problèmes, vous vous reconnectez sur le lien qui vous a été envoyé et vous mettez en connexion filaire plutôt qu'en connexion Wi-Fi pour être bien sur la bande passante. Voilà. Alors effectivement, il y a plusieurs parties sur ce webinaire. On répondra au maximum de questions. Le modèle fait qu'on n'a que 30-40 minutes, c'est pour présenter un petit aspect de la technique. Évidemment, on ne pourra pas tout évoquer. Bérangère ne peut pas faire un cours en 45 minutes résumé de 2 jours, puisqu'elle a l'habitude de le faire en 2 jours, sur une thématique. Donc voilà, les questions seront sélectionnées. Voilà, d'une certaine manière. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on y va. Allez Bérangère, on te laisse. Ah Écoutez, bienvenue, je suis ravie de faire ce webinaire avec vous, vu les situations, j'espère que vous allez tous bien. Alors, de quoi on parle? On parle d'un petit bout de chou, d'un nœud de portage, d'un petit problème qui s'appelle les déformations posturales asymétriques. Alors, je vous invite très fortement à aller regarder les recommandations de la HAS qui sont sorties en février 2020, donc là, il y a un mois à peine. De les lire attentivement, évidemment vous y coller, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, et de faire au cas par cas, parce que n'oublions pas qu'en fait nos petits bébés qu'on reçoit au cabinet, en fait, c'est pas un joli bouquin avec un joli bilan où tout rentre dans les cases. Un bébé, c'est un petit bout de chou unique avec ses parents qui sont eux-mêmes uniques. Alors, Attends, Bérangère, juste pour les recommandations, je me permets de faire une petite précision importante. C'est qu'avec Bérangère, nous avons été à l'initiative de cette saisine qui a été déposée en 2017 auprès de la HAS. Et juste cette saisine devait être l'objet juste d'un petit mémo à l'adresse des professionnels de la santé et de la petite enfance. Et en fait, c'est devenu une recommandation à part entière. Alors, cette recommandation a des limites, mais elle a le mérite d'exister, c'est-à-dire que, enfin, toutes les déformations posturales du crâne du nourrisson sont reconnus comme pathologie, et ça c'est très important comme élément, et c'est une très grosse avancée. Effectivement, la recommandation pose un certain nombre de questions à la suite sur les casques, sur les positionnements, etc. Mais au moins, nous avons une recommandation qui permet de reconnaître et que les pédiatres aient l'obligation, c'est ça la grande nouveauté, aient l'obligation de prendre en charge les bébés et non pas de balayer ça d'un revers de la main en disant ça va passer quand ils seront assis ou quand ils auront des cheveux. Donc voilà, on remercie Edelweiss d'avoir pu être à l'initiative de cette recommandation. Donc voilà, c'est très important de savoir cela. Voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu là-dessus, mais c'était important. C'est important de le signaler, surtout qu'en plus, le fait que nos confrères pédiatres reconnaissent ça, ça nous permet d'avoir au cabinet des enfants, puisqu'en fait, on va agir en termes de prévention. Voilà. Et justement, j'embraye. Donc la prévention sur nos petits bouts de chou qui ont des asymétries posturales asymétriques, en fait, ça part du rachis cervical. Le torticolis postural, c'est quoi? C'est une attitude asymétrique en fait du rachis cervical. Donc l'enfant va avoir une inclinaison d'un côté, ok, et une rotation contralatérale. Et on va nommer le torticolis du côté de l'inclinaison. D'accord? Jusque-là, ça va. Donc ça, ces enfants-là, si les pédiatres voient qu'il y a une asymétrie posturale et même un côté préférentiel, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va passer plus de temps de ce côté-là, sans limitation d'amplitude. En fait, il est important de les avoir au cabinet. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va pouvoir donner nos petites recommandations aux parents, aider les parents, parce que ce qui est très important en termes de soins, c'est évidemment
comment dire, l'éducation thérapeutique qu'on va faire aux parents. N'oubliez pas que le parent, c'est votre socle de rééducation. C'est-à-dire que si les parents sont très compliants au traitement, vous pouvez être sûr que on aura une belle réussite derrière et que on n'évoluera probablement pas vers une déformation crânienne qu'on va nommer plagiocéphalie ou brachycéphalie. Voilà. La définition Merci. d'une plagiocéphalie ou d'une brachycéphalie, la différence? Alors, la plagiocéphalie, il en existe de deux types. On a les plagiocéphalies occipitales, en fait, qui sont un aplatissement asymétrique de l'occiput. Par exemple, un petit bébé qui va, je ne sais pas, dormir préférentiellement avec une rotation sur son côté. Du coup, alors, attendez, je suis une meuf, hein, donc j'ai à gauche. Voilà. Donc, on va avoir plutôt un aplatissement qui aura tendance à se focaliser au niveau de l'occiput, de l'hémiocciput, ici à gauche. Voilà. Donc ça va être une plagiocéphalie occipitale. On peut avoir on a aussi des plagiocéphalies dites fronto-occipitales, c'est-à-dire qu'en fait, l'aplatissement ici sur l'hémiocciput, ici par exemple à gauche, va appuyer, d'ailleurs une force, en fait, une contrainte qui va s'exercer de l'arrière vers l'avant et qui va déplacer à la fois le temporal et le frontal. Ce qui fait qu'on aura un bébé avec un hémifrontal qui sera plus proéminent en fait que l'autre hémifrontal ici à droite. Voilà. Donc ça, il y a plagiocéphalie occipitale et plagiocéphalie fronto-occipitale. Puis nous avons ce qu'on appelle des brachycéphalies. Les brachycéphalies, en fait, c'est un aplatissement de l'occiput symétrique, donc des deux côtés, voilà, avec du coup une diminution, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, une diminution du diamètre antéro-postérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le bébé va avoir un crâne plat à l'arrière. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment avoir ce qu'on appelle des combinés, c'est-à-dire une brachycéphalie associée à une plagiocéphalie frontale ou fronto-occipitale ou plagiocéphalie occipitale. Quelles en sont les principales causes? Alors, plein de choses. Enfin, plein de choses. On peut avoir des facteurs de risque intra-utérins. On peut avoir des facteurs de risque environnementaux, ok, et c'est là qu'on va surtout agir. Et puis, des facteurs de risque moteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, on est sur un enfant qui a une asymétrie posturale, un enfant qui va avoir une plagiocéphalie ou une brachycéphalie, c'est un enfant qui a une pauvreté motrice, en fait, qui a peu d'expérience sensorimotrice. Et donc, du coup, ces enfants-là, il faut vraiment les repérer très, très rapidement parce qu'un enfant qui va avoir une asymétrie posturale entre 3 et 6 semaines de vie, hein, donc vraiment très, très tôt après la naissance, en fait, on a de très fortes chances, alors, je vais pas dire 100% parce qu'on va pas inquiéter non plus les parents, mais on va avoir de très forts risques. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une étude qui est parue en 2016. Mais en fait, on est quasiment sûr qu'on va évoluer vers une déformation posturale crânienne, donc plagiocéphalie ou brachycéphalie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les repérer très très tôt. Voilà. Est-ce qu'il est vrai que ces déformations posturales du crâne peuvent s'estomper naturellement? Alors, selon la RAC, hein, selon la HS. Ça disparaît à l'âge de 2 ans. C'est la réponse officielle. Moi, je pousse. Donc, on ne verra pas. Moi, mon petit-neveu alors, ma soeur n'habitait pas à côté de chez moi, malheureusement, quand le petit bout de chou a eu cette déformation crânienne. Il a maintenant 14 ans et il conserve toujours à 14 ans une asymétrie au niveau de son occiput. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, non. Enfin, comment dire? On va pas décevoir nos confrères, mais franchement, si on a une prise en charge très précoce, clairement, oui, on peut avoir une amélioration. Maintenant, si l'enfant vient tardivement, c'est plus compliqué parce qu'il faut savoir que là où on va agir le plus, c'est le premier semestre de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que le crâne est complètement malléable. Hein. Vous avez tous eu, ou vous avez eu des enfants, ou vous avez des petits-neveux dans votre entourage et petites nièces, mais il y a des sutures, hein, il y a des fontanelles. En fait, c'est du cartilage, hein, c'est le crâne d'un bébé, c'est vraiment du chamallow, donc on peut vraiment travailler très précocement dessus s'il y a une déformation. En revanche, passer un certain cap, un certain laps de temps, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc,
La recommandation HS disent oui après 2 ans. Moi, j'ai tendance à dire pas forcément. Oui. Donc il y a deux attitudes, si je comprends bien. Il y a une attitude, on verra le pronostic après, Céline, avec plaisir. Il y a deux attitudes. Donc il y a la prise en charge quand on décèle, oui, soit par le pédiatre, soit par les parents, soit par le praticien, une déformation, mais il y a aussi l'attitude de la prévention, c'est-à-dire que le bébé va bien. Et quand on fait une consultation, soit d'ostéopathie ou soit de kinésithérapie, on peut donner les soins, les conseils de prévention. Quels sont-ils? Alors attention, je voudrais juste revenir sur un truc, c'est en fait simplement si le parent remarque qu'il y a une attitude préférentielle, ça ne veut pas dire qu'en fait l'enfant est limité sur sa rotation à droite par exemple, hein. Mais s'il y a une attitude préférentielle, il faut consulter un médecin, il faut consulter un kinésithérapeute et nos confrères ostéopathes aussi qui peuvent être d'une grande utilité. Ok. Non mais tu peux dire que tu es kiné et ostéopathe, donc c'est pas gênant de dire qu'on consulte et les kinés et les ostéopathes, nos confrères, nous, voilà. Très complémentaire en fait. Alors, voilà. avant de passer sur le vrai sujet de ce soir, c'est quand même important de donner quelques éléments de prévention. Comment on peut le traitement, on a bien compris qu'il fallait aller voir le kiné, l'ostéopathe et le pédiatre, kiné et ostéopathe dans l'ordre, ou mélanger en tout cas le pédiatre à la base. Hein. Mais en prévention, quels sont les 2-3 conseils que tu donnes habituellement aux parents pour prévenir? Alors là, il n'y a pas d'observation d'une prédisposition ou d'une limitation, mais juste quels sont les... Quel que soit l'enfant, c'est la motricité, quel que soit l'enfant. Okay, même sans facteur de risque intra-utérin, etc. C'est la motricité libérée. Il faut que l'enfant puisse se mouvoir. Il faut que l'enfant puisse être porté. Il faut absolument solliciter tous ses sens. À la fois, alors visuel, auditif, tactile, tout ce que vous voulez, mais aussi que l'enfant soit porté. C'est primordial. Voilà. L'enfant, quand il naît, premier trimestre de vie, en fait, ça serait un 4e trimestre intra-utérin. Donc cet enfant-là doit être porté le plus possible avec ce papa, avec maman. Alors, portage à bras, portage en écharpe, tout autre mode de kangourou, alors les mai tai, enfin tout ce que vous voulez, et surtout pas dans les maxi-cosy, dans les transats. Maxi-cosy, c'est réservé pour le transport en voiture 2 heures maximum. Et puis les transats, en fait, c'est vraiment pour aller parce que j'ai envie de faire pipi et que j'ai pas envie de laisser mon bébé, je le pose dans le transat et c'est tout et je le reprends tout de suite après. Vraiment, libérer la motricité, éviter tout ce qui va être, ce qui va entraver la motricité de ce bébé, même s'il est tout petit. Même s'il est tout petit, qu'il n'a pas la capacité musculaire pour faire des choses, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà pu ressentir parce que vous l'avez porté, en fait, il va pouvoir le reproduire et il ne faut surtout pas entraver sa mobilité. Donc voilà, donc c'est motricité libérée, voilà. Parce que tu penses qu'il y a une corrélation entre la motricité et l'apparition d'une plagiocéphalie? Alors, l'apparition d'une plagiocéphalie, en fait, elle est liée à quoi? Alors, outre la malléabilité du crâne, pardon, si le crâne est longtemps posé, alors c'est l'exemple de l'abricot. L'abricot que vous avez acheté, il est tout pulpeux, etc. Vous le posez sur votre table, sur votre bol. Si vous le laissez tel quel, 2 jours après, il va s'affaisser et il y aura bien la marque l'aplat. Et en fait, la plagiocéphalie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas stimulé, en fait, va prendre avec la pesanteur, avec la surface plate, en fait, va prendre cette forme-là. Donc oui, pour moi, la plagiocéphalie, il y a une corrélation avec l'absence de mobilité et de motricité. Il y a Anne qui te pose la question, as-tu des messages chocs pour les parents qui ne comprennent pas l'importance de la motricité libre? L'abricot, c'est bien. L'abricot, c'est très clair. Par exemple de l'abricot parce qu'au moins ils s'en rendent compte. Des messages chocs. Des messages chocs, je vais pas leur dire qu'ils vont être débiles dans gamin. non, je vais pas dire ça. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que on a, alors ça j'en parle très très librement parce que je suis spécialisée là-dedans, mais c'est l'influence au niveau maxillofacial, c'est l'influence au niveau lingual, le placement de la langue, c'est l'influence au niveau après même bucco-dentaire. Donc ça c'est tout ce qui va être
problème au niveau de l'oralité, au niveau de la déglutition, au niveau même, comment dire, de tout ce qui est orthophonie. Donc en fait, pour les petits qui vont après aller à l'école, qui vont zozoter, tout ce qui va être aussi traitement orthodontique. Donc ça va une vraie influence. Hein. Alors, il y a une très très bonne question. Pardonne-moi, je t'ai un petit peu coupé dans ton élan, mais il y a une très bonne question d'Aurore parce que ça fait partie je pense, d'un élément clé que tu expliques. Y a-t-il un lien entre RGO, plagio, brachy et l'enfant est en hyperextension la plupart du temps à cause des douleurs? Alors, je pense qu'il y a un élément très important, c'est l'hyperextension et pas forcément le lien avec le RGO. Mais vas-y, je pense que l'extension c'est quelque chose de fondamental. Alors, extension, là, du coup, c'est l'ostéo qui va parler. C'est le trou déchiré postérieur. C'est le nerf vague. C'est le nerf vague. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui contrôle le côté viscéral. Et effectivement, si le trou déchiré postérieur, donc là où sort les deux nerfs vagues, il y en a deux, à droite et à gauche, puis après une petite rotation qui se fait. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, si en extension, on irrite ce nerf vague, effectivement, il y a des répercussions au niveau gastrique. Alors, je ne dis pas que parce qu'un RGO, il y a un problème au niveau du nerf vague, donc ça va déclencher une plagiocéphalie. Je ne dis pas ça, mais néanmoins, il faut quand même aller regarder s'il n'y a pas cette irritation qui peut créer une inflammation. Alors, à la fois au niveau donc occiput, mais aussi au niveau viscéral. Voilà. Alors, je reviens sur ma première question qui rejoint cette question d'extension. Lors du conseil, et on va passer au portage là juste après, pour les conseils que tu prodigues aux parents, est-ce que tu leur demandes de les comment on appelle ça, les transporter, les transferts, je cherchais le mot, les transferts particuliers pour prévenir ceci? Alors, un bébé, il doit rester enroulé. Un bébé, en fait, dans l'utérus de la maman, hop, je vais me lever, je vais juste pousser la chaise. Un bébé dans l'utérus de la maman, en fait, il était complètement moulé. Alors, soit en position normale, croisée, etc., soit même quand l'enfant est en siège. Mais néanmoins, en fait, l'enfant dans l'utérus, il a toujours cette notion d'enroulement, d'accord? Une fois qu'il est né, le souci, c'est qu'en fait, on va le poser à plat, sur une surface plate, et en plus, il va recevoir le poids de la gravité. Et donc, la seule chose qu'il est capable de faire, en fait, cet enfant-là, il n'est pas capable de lutter contre la pesanteur, donc il n'est pas capable de se regrouper. Donc, dans la première partie, dans le premier trimestre de vie, moi je dis aux parents, on l'enroule le plus possible. Alors c'est le portage à bras, c'est l'enroulement du bassin systématiquement. Quand on le prend, quand on va le prendre, même sur le tout petit, c'est croiser les jambes, regrouper les jambes contre lui, regrouper les mains au niveau de la bouche. Vraiment, on est toujours sur cette notion d'enroulement. Ok ? Le bébé, ça doit être une boule. Et il n'est pas à plat. Et donc, ce type de position, non seulement est salutaire, mais en plus peut soulager les problèmes de RGO, les problèmes digestifs et autres, même les problèmes de constipation, parce que c'est une position qui facilite. Exactement. Moi, ce que je dis aux parents, en fait, c'était Anne, c'est ça qui disait pour les propositions. C'est Anne, tout à l'heure. Anne qui demandait pour les propositions choc. Moi, je leur dis, écoutez, mettez-vous à la place. Quand vous avez hyper mal au ventre, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étendu complètement comme ça? Non. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On s'enroule, on se regroupe. Voilà, on est en position fétale. Voilà. Alors. Mal choc. Oui, non, mais c'est important. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. L'avantage de l'enroulement, c'est toutes les mamans qui disent ah là, mais mon bébé il est constipé, mon bébé il a mal au ventre. L'avantage, c'est que quand en fait l'enfant a les petites jambes qui sont regroupées en fait sur son petit bidou, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une détente du périnée postérieur, donc les gaz vont partir. C'est hyper confortable pour l'enfant. Et alors, Alexia, qui te pose la question, y a-t-il un lien avec la succion et la plagiocéphalie, enfin, avec les déformations posturales du crâne? Ah, moi j'adore. Ah ouais, c'est un petit peu ton dada. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors si je me mets comme, non, c'est pas grave. La succion, en fait, c'est génial quand c'est bien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la langue, en fait, c'est à peu près 17 muscles. C'est 17 muscles. Et on a un petit muscle, en fait, qui va venir s'insérer sur une petite aile, sur une petite apophyse ptérygoïde. Et en fait, le fait d'avoir une bonne succion, en fait, ça va permettre de faire cette croissance au niveau de l'apophyse ptérygoïde. Alors, de là à dire que la succion, ça a une influence sur la plagiocéphalie. Non, plutôt l'inverse. Assez d'études.
Mais disons que moi, je préfère les bébés qui allaitent les mamans plutôt que les bébés qui sont au biberon. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'allaitement, au niveau de la succion, c'est un mécanisme qui est complexe, qui est très énergivore, qui fait fonctionner beaucoup de muscles. L'allaitement au sein, c'est quelque chose qui est musculairement parlant très fort, versus le biberon où là on est sur un mode gavage doigt, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que sur un bébé qui va être allaité, c'est plus sympa. Alors attention, l'allaitement, on est bien d'accord, c'est à droite et à gauche, sauf pour les jeunes mamans qui ont eu des problèmes, cancer du sein, etc. C'est un sans jugement de valeur sur le biberon ou sur l'allaitement. Hein. Il faut respecter les choix de chacune, évidemment. Ah, complètement. Ah non, mais après, c'est des choix qui sont personnels. Oui, bien sûr. Pas dans le débat, mais il est vrai que le bébé qui allaite a alors après, il y a les problèmes de frein, il y a tout un tas de soucis. Hein. Mais il est vrai que le placement mandibulaire se fait de bien meilleure façon que le bébé qui est au biberon. Voilà. Et de ton expérience, et après on va vraiment passer au nœud de portage, est-ce que c'est Diane qui te pose la question, est-ce que la plagiocéphalie pourrait être à l'origine de certaines scolioses dites idiopathiques? Couper les coups, je dirais oui. La NSA ne nous écoute pas, donc c'est notre expérience qui parle, c'est ton expérience qui parle. Donc, en fait, hein, on a beau lire tous les livres qu'on veut, alors malheureusement, on ne bénéficie pas d'assez d'études qui sont faites. Néanmoins, moi, ça fait 20 ans que j'exerce. Il est vrai que sur les jeunes que j'ai qui ont des problèmes de scoliose, on retrouve toujours un antécédent, alors soit de appareil dentaire posé trop tôt, soit de problèmes d'accouchement avec des enfants qui ont eu des problèmes je sais pas, type ventouse, forceps, etc. Et derrière, des petits soucis d'asymétrie au niveau cervical, quoi. Voilà. Donc ça pour le coup, c'est vraiment l'expérience qui parle. Et encore un coup, j'ai pas de référence bibliographique très. En tout cas, au niveau de preuve, en fait, c'est pas suffisant. Voilà. Ouais, on appelle ça de l'évidence-based practice et ça sera très bien comme ça. Hein, ça sera très bien. Merci Caroline. Comme ça pour ça, donc en fait ils ont pas retenu, mais moi j'en suis convaincue parce que je l'ai au cabinet en fait. Hein, ça c'est la pratique qui parle. Merci à Caroline qui ajoute des petites précisions qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes. Bernard? Et qui vont dans ton sens, Bérangère. Absolument, tant qu'à faire. Et qui vont dans ton sens. Oui, oui. Merci Caroline. Alors, peut-être nous expliquer, tu as parlé de portage, tu as parlé de façon de porter, peut-être l'écharpe est un élément assez important. Est-ce que tu peux nous montrer déjà un nœud de portage traditionnel, c'est-à-dire un enfant qui va bien, qui n'a pas de déformation, qui n'a pas de torticolis? Quels sont les principes de base? Et après, peut-être avoir une spécificité sur un nœud de portage spécifique pour on va dire un torticolis et un risque de plagio, peut-être? Par exemple? Alors, l'écharpe préférée des mamans, pourquoi? Parce que c'est la plus simple, c'est la plus douce en fait. C'est des écharpes en jersey. En fait, pourquoi? Parce qu'elles sont très souples. Elles sont très souples. En plus, on fait le nœud avant de mettre l'enfant, alors que l'autre écharpe qui est en sergé croisé, qui est le tissu qu'on utilise par exemple pour les hamacs, c'est des écharpes qui sont un peu moins prisées par les mamans parce que il faut quand même déjà, le nœud se fait avec le bébé sur soi et donc du coup, quand on est primipare, voilà. Celui que je vais vous montrer. Pareil, en fait, c'est un nœud qui est assez prisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très, très enveloppant, c'est très cocooning. C'est vraiment les concepts de caregiving, de handling, en fait, que moi j'adore. Et voilà. Alors, l'écharpe, en fait, vous voyez, hein, elles sont, c'est super long. Les écharpes sont toujours biseautées. Alors là, j'ai pris, c'est une écharpe classique, hein. En jersey, hop, et donc vous voyez, elles sont toujours biseautées, ces écharpes, en fait, c'est ça qui va faire aussi la sécurité du nœud. Alors,
Je voudrais préciser, parce que moi, j'ai des mamans qui arrivent avec des écharpes et qui connaissent, me disent « Ah, c'est bon, je sais faire les nœuds et tout ». Et en fait, elles ont regardé des tutos sur YouTube. Alors, enfin, c'est bien, je critique absolument pas. Néanmoins, je pense que nous, en tant que praticiens et professionnels de santé, quand on enseigne, il faut vraiment dire, enfin quand on enseigne, quand on monte les nœuds, il faut vraiment dire aux mamans de faire ça avec des gens qui ont été formés et vraiment formés par des professionnels du portage et pas ma petite caissière qui fait son changement de boulot et qui devient monitrice de portage. Ça peut être super dangereux, hein, c'est comme la sécurité de votre gamin qui est en jeu. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, parce que des fois ça m'énerve un petit peu. Voilà. Alors, hop, donc on a une écharpe et il y a toujours des petites étiquettes au milieu de l'écharpe. Et ces écharpes-là, par exemple, hop, là c'est une petite cigogne. Et celle-là, sur le nœud, je vais vous montrer, hop, je vais le positionner au niveau de ma poitrine. Voilà, et j'ai tac, ici des énormes pans de part et d'autre. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, là, je vais me tourner. Je vais venir tout simplement croiser dans le dos. Donc, alors, avec le pan qui était à ma gauche, je viens de passer au-dessus de mon épaule droite et je fais la même chose avec le pan ici à droite qui vient au-dessus de mon épaule gauche. Hop là. Ça va? Parfait. Parfait. Ok. Alors, là, je me retrouve avec deux pans. Je me drape telle une vesta. Voilà, hop, là, je suis une romaine. Voilà, hop, j'ai deux pans. Et en fait, ces deux pans-là, en fait, ce que je vais faire, je vais venir les placer à l'intérieur de cette petite poche-là qui était contre ma poitrine. Et là, hop, je mets tout ici. Et donc, je me retrouve avec deux pans devant moi que je vais à nouveau croiser contre moi. D'accord? Hop. C'est croisé là. Donc, c'est croisé dans le dos, c'est croisé devant. OK? Et là, je vais venir faire un double nœud. Alors, soit devant, soit derrière. Hein. Mais ce qui est primordial, et ça, on insiste toutes, nous, formatrices chez Edelweiss, ce qui est primordial, c'est que lorsque je fais mon double nœud, qui est donc mon nœud de sécurisé, là, vous voyez mon double nœud, en fait, j'ai les deux petits biseaux que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont situés du même côté du nœud et des deux côtés, ok? Pourquoi? Parce que si j'ai un petit biseau qui se trouve ici et l'autre là, le nœud peut glisser. Et là, c'est la catastrophe. Ok? Et après, on n'a plus qu'à mettre dans la ceinture, dans la poche, enfin, peu importe. Voilà. Donc, je me retrouve ici avec un joli croisé devant contre ma poitrine, l'autre par-dessus et hop, ma petite poche ici, d'accord? Donc, cette petite poche, je la descends en bas du ventre, ok? Je garde. Bérangère, oui. À ce stade, juste à voir, comme c'est un jersey, est-ce que c'est extensible ou pas extensible? Et si, attends, et si la suite de ma question est si c'est extensible, quelle est la tension que l'on met? Est-ce qu'on se serre beaucoup ou est-ce qu'on... Il faut que ça soit serré contre moi. Pourquoi? Parce qu'après, je vais mettre mon bébé dedans, ok? Et en fait, je vais créer cette poche, je vais créer cet espace pour glisser mon enfant dedans, d'accord? Alors qu'avec l'autre écharpe en sergé croisé, en fait, comme je fais le nœud avec mon enfant, en fait, je vais créer la tension en fonction de mon enfant, en fonction de la corpulence de mon enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces écharpes-là, en fait, elles sont super bien pour des tout petits mouches, mais que passé un certain poids, en fait, on basculera sur un autre type de portage. Alors, soit les écharpes en sergé croisé, soit des porte-baby, enfin des porte-baby. Des Mai Tai ou d'autres types de porte-bébé. Ça va? La suite. Voilà. Alors, hop là. Donc là, j'ai une pochette contre moi, ok? Et l'autre qui passe par-dessus. Donc ça, ce que je fais, c'est que je baisse. Je prends mon petit bout de chou, hop là, sur mon épaule. Vous avez vu, hop, il est toujours enroulé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ici, à califourchon, mon enfant, que je fais glisser. Voilà, hop, en positionnant correctement le tissu sans
mettre comment dire, de petits plis. OK? Alors, je positionne à califourchon. Je fais en sorte, je vais mettre de profil. Hop, je sais pas où est-ce qu'on voit bien. Voilà, hop, que l'enfant soit bien enroulé sur sa colonne. Hein. Le bassin est enroulé, la colonne est enroulée. OK? Ils sont tout petits, ces bouts de chou. Là, il est un peu plus gros. Mais les petits bouts de chou qui viennent de naître, en fait, ils ont vraiment cette position d'enroulement. OK? Et là, je vais venir rabattre mon tissu ici, voilà, en lissant bien. Hop. Je vais remettre ma petite écharpe là. Et pareil, je lisse, j'évite les plis. OK? Jusque-là, ça va? Parfait. Voilà. Et alors, mon autre poche, en fait, qui est… Où est-ce qu'elle est ma poche? Ah, je l'ai perdue. Au-dessus. Elle est là. Tac. Et alors, c'est tout le principe, en fait, de ce tissu, c'est que, regardez, hop, je vais tirer. Voilà. Et je vais venir passer les jambes de mon bébé à l'intérieur. Alors, en fait, ça, c'est pourquoi les mamans, elles aiment bien. C'est parce qu'en fait, il y a 3 couches, c'est très prisé. Ça, et en fait, elles aiment bien. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression que ça fait une sécurité. Alors, il est super, ce nœud, l'hiver, parce que là, on va commencer à rentrer dans des périodes où il fait un peu plus chaud. Et là, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu too much. Même moi, là, j'ai chaud, là, en faisant la démonstration. Là. Voilà. Alors, après, je viens ajuster, vous avez vu, hein, j'ai lissé ici, là, je redescends. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit très bien. Bon, hop. Donc, je viens lisser, je viens faire hop, des petites voltes ici, voilà, pour que ça soit joli. Hein. Un beau portage, c'est quelque chose qui est très esthétique. Hop. Voilà, je fais attention à pas trop mettre ici pour pas couper la circulation sanguine. Voilà. Et là, j'ai un nœud. Hop là. Là, j'ai mon petit bout de chou. Alors, je le règle un petit peu. Donc, je ramène les mains, hop, vers sa petite bouche. Voilà. De profil, peut-être, pour qu'on voit. Pardon. Voilà, j'ai bien les petites jambes qui sont bien dégagées. J'ai pas de… Là, mes jambes ne sont pas complètement tendues. On a 90 degrés ici entre le fémur et le tibia. Et surtout pas de tissu qui vient entraver ici au niveau du creux poplité. Et puis, les petits pieds sont bien libres. Et voilà, donc ça donne ça. Voilà. Et j'ai mon bébé qui est à hauteur de bisou. Voilà. Voie aérienne dégagée. Et alors, ce qui est super, c'est qu'en plus, voilà, on peut communiquer avec bébé. Voilà. C'est sympathique. Mais bon, vous voyez, je peux pas trop. Là, si le bébé est positionné comme ça, je peux pas trop jouer sur le positionnement. Petite question de Delphine à cet endroit. Il y a souvent des interrogations sur l'ouverture des hanches dans le montage à califourchon ou les 2 jambes, j'imagine, dans le même pan pour les tout petits. Alors ça, ce sont les portiers-croix. Enfin, c'est quand ils sont en port. Alors, c'est ce qu'on appelle la flexion diagonale soutenue, qui est très très prisée par Audu, qui est une psychomote et qui a écrit un article là-dessus. Mais effectivement, on peut faire ça, mais ça, c'est un autre type de montage. Et c'est surtout, ça fait l'objet d'une formation à part entière sur le portage. Je suis désolée. Non, mais tu réponds à la question, c'est parfait. Mais, oui, c'est vrai que nous, en formation, alors je crois qu'on en montre, Sarah pourra me confirmer, mais on montre entre 9 et 10 nœuds différents en fonction des bébés, en fonction des pathologies, en fonction des mamans. Voilà. Est-ce qu'il y a une grande différence donc avec un portage qui va prévenir ou qui va encadrer un bébé qui a une plagio ou une déformation posturale du crâne? Le plus simple. Je vais vous le montrer. Et le plus simple, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, dans le cadre de plagiocéphalie, de brachycéphalie, on a un énorme sentiment de culpabilité de la part des mamans. Et moi, je trouve que plus le nœud est simple, plus les conseils sont simples, mieux c'est. Parce que si en plus on leur donne plein de recommandations, plein de renseignements, c'est too much pour la mère. Déjà, elle est déjà perturbée par le fait que son enfant, en fait, il a un crâne plat, que elle se sent coupable alors qu'elle ne l'est pas, bien évidemment. Bien souvent, on a un dialogue type ah là là, mais j'aurais pas dû l'écouter, si j'avais su, on m'a mal conseillé, etc. Enfin, voilà. Donc, du coup, le plus simple,
est le plus simple et je vais vous le montrer tout de suite. Là. Alors, en attendant, je réponds aux remarques. Marie et autres, c'est un nœud parmi combien possible? C'est un nœud parmi je sais combien? pas, on en a au moins 10. Voilà. Donc, Enfin, effectivement. en tout cas, Edelweiss, ouais, c'est ça, on en a entre 10. Je ne sais pas si Christelle, Kaina et Sarah m'écoutent. Mais en tout cas, nous, voilà, on en montre 10 avec les petites variantes. Et vraiment, ça dépend de. Il n'y a pas un nœud spécifique, précis, ça dépend de la maman, ça dépend du bébé, ça dépend de comment on se sent, comment on est avec ce nœud-là, ce portage-là. Il ne faut surtout pas mettre la pression. Je leur expliquer que c'est mieux que de le mettre en poussette. Maintenant, si on a des mamans qui sont réfractaires, moi, clairement, je préfère qu'elles passent du temps à la maison à jouer à leur gamin à quatre pattes et le gamin sur le sol plutôt qu'elle essaie de s'escrimer à faire son nœud machin parce que la copine, elle a fait le nœud, quoi. Vraiment. D'accord. Donc, l'autre nœud. L'autre nœud. Excuse-moi, Bernard, tu voulais dire quoi? Non, je voulais simplement demander si on avait des nœuds. C'est ce que Marie demande, si on avait des nœuds où le tissu ne passait pas entre les jambes. Des nœuds, alors quand ils sont plus petits. Il y a des nœuds de portage. Oui, plus petits, c'est ça. Nœuds de portage où le tissu ne passe pas entre les deux jambes et donc il n'y a pas d'abduction importante de hanche. Quand ils sont tout petits, en fait, on a des nœuds comment dire, on a le nœud kangourou, en fait, et c'est vraiment dans une. Ok. Merci Bérangère. Alors, donc toujours la petite étiquette. Et là, cette fois, encore plus simple, je la mets dans le dos. Voilà. Et là, hop là, je croise devant, je croise derrière. Alors là, le problème, c'est comme vous constatez, en fait, le problème du portage, c'est qu'on se déshabille, donc pas de petite robe. Hein. Et là, vous avez vu, donc j'ai mes deux pans qui sont croisés devant moi. Voilà. Et je vais venir une fois de plus les croiser. Donc alors, là, ce que j'ai sur mon épaule ici à gauche, je vais le passer sur moi avec mon bras droit. Et de la même façon, ce que j'ai ici sur mon épaule droite, je le tire et je l'amène, voilà, avec mon bras à gauche. OK? Donc pareil, hop, hop. J'ajuste à ma taille. Hop, je fais mon double nœud. Ici, hop, double nœud. En prenant soin de bien vérifier que voilà, j'ai mes deux pans diagonaux là, les petites, qui sont bien en dehors du nœud. Voilà. Et surtout, rien qui traîne. Alors là, je n'ai pas assez de profondeur, mais surtout, rien qui traîne entre les jambes. Ok, c'est dangereux. Donc, on met, hop, on vient mettre dans la ceinture, dans les poches, ou on peut éventuellement refaire un petit nœud devant, mais qui n'est pas le nœud de sécurité. On est bien d'accord que le nœud de sécurité, c'est celui que j'ai derrière et qui est doublé. Voilà. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, je me retrouve avec un pan qui est contre moi, ma poitrine, hop, et l'autre pan qui est par-dessus. OK? Et là, de la même façon, je vais venir glisser mon petit bout de chou dans ce pan-là et qui va venir évidemment se croiser. Hop, ici, là, c'est ce qui va faire la sécurité. Donc, il va passer dessous. En fait, on est sur un hamac, on est assis. Tac. Donc, je fais glisser mon petit bout de chou. Voilà. Donc, je ramène ces petits bras au niveau de sa bouche. Je lisse. Toujours pareil. Et là, l'autre épaule, je ramène ici. Et pareil, je fais bien attention. Alors, attendez, je vais redéfaire. Donc là, mon bébé, regardez, j'ai un premier pan de tissu qui passe et qui fait une toute petite culotte. Hop. Et là, mon deuxième pan que je vais ramener sur mon épaule. Et pareil, qui va passer entre les deux jambes de mon bébé. OK? Je vais lisser. Là, je fais attention à mes bras. Toc. Je ramène ici les mains sur le visage de mon enfant. Je fais attention qu'il ait une belle
en enroulement au niveau du bassin. Je libère ses hanches, je libère ses genoux. Voilà, je vérifie ses petits pieds. Et voilà. Alors, là, vous avez vu, j'ai pas ma poche par-dessus. D'accord? C'est une contrainte en moins. Et là, l'avantage, c'est que du coup, je trouve qu'il y a plus d'élasticité à ce niveau-là. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Sur un enfant qui, par exemple, présente une asymétrie, on va dire, je sais pas, qui présente une attitude préférentielle ici en rotation. Alors, du coup, lui, il est à gauche. Hein. Désolée. Eh bien, en fait, là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir bloquer aussi sa tête, bloquer relatif, mais mettre une toute petite contrainte ici avec ce tissu-là. Voilà. Et il est toujours pareil, à hauteur de bisou, les voies aériennes sont dégagées. Voilà. Parfait. Alors, nous avons 2-3 petites questions. Le premier nœud que tu as montré, te demande Adeline, est à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge. Comme on parlait du petit bébé qui devait être avec une abduction de hanche. Alors, en fait, pour le tout petit, ce qu'on va faire, c'est que là, il est plus grand, mon bébé. Mais pour le tout petit, on ramène simplement les petits pieds. Hop, il est en boule, en fait, le tout petit. D'accord. Voilà. La laisse est beaucoup plus gros, mais le tout petit, en fait, il va être en boule contre nous. Le nœud, te demande Florence, le nœud croisé plutôt en écharpe tissée? Pareil, il n'y a pas. Enfin, alors le tissé, c'est comment dire? Il n'y a pas d'âge non plus. Ça dépend vraiment de l'enfant. Alors, on va pas rentrer dans les hypertonies, hypotonies, parce que là, on est parti pour encore 2 heures. Mais c'est vrai que le nœud tissé, on va plutôt le recommander à des enfants qui ont qui sont beaucoup, tout à l'heure on parlait d'hyperextension, qui ont besoin d'être encore plus enroulés parce que l'enfant qui est donc hypertonique va avoir tendance à pousser sur ce nœud en jersey, et donc du coup c'est un enfant qui va pleurer parce qu'il ne se sentira pas bien dans ce type d'écharpe-là, alors que l'écharpe tissée sera beaucoup plus adaptée pour lui, mais ça fait pareil, ça fait l'objet Bien sûr. Oui. Donc justement, alors, le bébé qui se présente justement, et on va finir avec cette question, le bébé qui se présente avec une vraie hyperextension, avec un schéma en hyperextension, est-ce que c'est facile de les mettre dans ces écharpes de portage, dans ces modes de portage? Alors, certainement pas avec une écharpe en jersey. Ça, c'est clair, c'est non. L'écharpe en serge croisé, oui. Mais au préalable, il y a quand même des choses à faire au quotidien. C'est dans le jeu, dans les moments d'éveil, il y a des choses à faire avec ces enfants-là. Alors, ça peut être, moi j'ai un gros ballon au cabinet. Ces enfants-là, je travaille beaucoup, je joue beaucoup avec eux sur le ballon pour qu'ils adoptent ce schéma en enroulement. Voilà. Après, je les vois aussi en ostéo pour libérer parce qu'il y a peut-être des choses qui bloquent au niveau des chaînes musculaires. Et il y a plein de choses à faire aussi sur tapis avec tout ce qui va être ce qu'on appelle les niveaux d'évolution motrice. En fait, il y a beaucoup de choses à faire avec les bébés qui présentent des schémas en hyper-extension. D'accord. Alors, pour finir, est-ce que tu invites les parents à suivre des ateliers? Est-ce que tu organises des ateliers? Et si oui, où trouver des vraies bonnes écharpes? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce qu'il y a une marque particulière, etc.? On peut faire de la pub, hein, c'est pas grave, c'est de la communication. C'est pas. Oui. Je vous conseille Edelweiss, évidemment, où on joue avec nos partenaires. Hein. Alors, j'ai envie de dire que les écharpes en jersey comme celle-là, dites aux mamans de les acheter neuves et surtout de ne pas se les faire prêter, de ne pas les acheter sur le bon coin, parce que ce sont des écharpes qui sont, vous avez vu, c'est l'élastique, c'est l'élastane, et on a toutes, surtout en ces périodes de confinement intense, un vieux legging qu'on s'est dit, qu'on a gardé, et puis on s'est dit, maintenant je vais le mettre, et puis en fait l'élastique a craqué parce que vous l'avez mis. Alors c'est pas du tout parce que vous avez pris du poids pendant le confinement, pas du tout, c'est juste que l'élastique a lâché, quoi. Et bien pour l'écharpe
écharpes en jersey, c'est la même chose. Voilà. Les écharpes en tissé, donc tout ce qui est sergé croisé, oui, ça, oui, vous pouvez l'acheter sur Boncoin, peu importe. Voilà. Les écharpes en jersey, vraiment, j'insiste dessus. Faut faire attention. Sécurité, quoi. Voilà. Donc du coup, ouais, Edelweiss. Après, il y a Opdiz, il y a Baita, il y a là, je les ai pas en tête, mais oui, il y a pas mal de sites internet qui vendent les écharpes. Et après, c'est vraiment comment vous vous sentez avec l'écharpe. Et sinon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise effectivement des ateliers de portage. Voilà, et on a plusieurs types d'écharpes. Et en fait, les mamans avant d'investir dans une écharpe, essayent ou en porte-bébé ou enfin autre. Quoi. Voilà. Super. C'est super sympa. Parce que du coup, on reprend les bébés qui ont peut-être potentiellement des risques de plagiat, etc. Alors qu'au départ, elles venaient juste pour un atelier, portage, quoi. Voilà. Alors, Emeline, il était prévu de voir que deux nœuds pour ce soir et nous avons déjà dépassé largement et heureusement le temps de ce format webinaire. Peut-être à une autre occasion, on aura la possibilité de faire d'autres démonstrations et Caroline fait formation Edelweiss plus et merci merci pour la formation Edelweiss. Hein. Il y a-t-il un temps maximum pour laisser bébé dans une écharpe? Ce sera la dernière question. Non, vous endormez pas dessus, quoi. Il y a effectivement, on essaie de pas trop rester avec le bébé. Déjà pour le confort du dos de la maman, je vous rappelle que quand même, une maman qui vient d'accoucher, elle n'a pas forcément des abdominaux bien toniques, hein, allez, j'ai envie de vous dire que 2 ans, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et sachant qu'en plus, les petits bouts de chou, ils vont avoir besoin de manger, enfin de téter à un moment ou à un autre. Il va falloir changer la couche, voilà. Donc après, il y a beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens. Et j'ai envie de vous dire aux jeunes mamans de s'écouter elles par rapport à leur enfant. Ça, c'est vraiment hyper important en fait. Vraiment. Alors, Bérangère, s'il te plaît, j'aimerais bien une précision parce que tu dis aux jeunes mamans, parce que les papas portent aussi. Et tu indiques beaucoup les parents, la maman, mais le papa et aussi doit être formé et doit être justement bien éduqué à cela. Quand c'est comme ça, en fait, moi je demande aux deux de venir. Parce que, alors ce qui est marrant, c'est que souvent les papas sont plus captifs en fait que les mamans, et ils ont des questions qui sont parfois bien plus pertinentes. Ah, quand même. Que les mamans. C'est très drôle en fait. C'est bande de racistes. Merci. Mais oui, en fait, dans les ateliers, faut avoir le papa et la maman. Et puis quand il y en a un des deux qui a pas pu venir, moi ce que je fais, c'est que quand je les ai après en consultation, alors ou en ostéo ou en kiné, je demande à l'autre de venir et me dire alors le nœud, montrez-moi là ce qu'elle vous a dit, montrez votre femme ou ce que vous a montré votre époux là. Et comme ça on vérifie un petit peu quoi. Bérangère, vraiment dernière question parce qu'elle est pertinente. Tu as parlé de motricité libre, tu as parlé de liberté. Sur les modes de couchage, alors on a recommandé la recommandation du mode de couchage, c'est pas sur le ventre, c'est évident. Ce qui veut dire pas sur le ventre ne veut pas dire forcément que sur le dos. Donc on sait. Quid des modes de couchage, des matelas, Cocoona Baby, Bibed et autres. Non, tranquillement ton avis sur la formation. À plat dos, moi en début de formation, je dis toujours c'est dodo sur le dos, mais en journée, l'enfant, le parent est là. Donc en journée, l'enfant peut être sur le ventre parce qu'il y a une surveillance active de la part du parent. L'enfant, il faut avoir des temps d'éveil donc évidemment donc sur le ventre, sur le côté. En fait, l'emmaillotage aussi, ça peut être aussi une technique aussi de couchage. Alors, c'est toujours pareil, c'est vraiment du cas par cas en fonction de l'enfant, en fonction du parent. Moi, je préconise quand même plutôt le bébé dans son lit à lui plutôt que le cododo. Ça peut être aussi les petits Cocoona Baby, enfin,
les petits lits qui se mettent juste à côté de la maman quand la maman allaite, par exemple, et quand ils sont tout petits. Mais en tout cas, c'est pas de doudou, pas de tour de lit, pas de couverture, le bébé dans une turbulette. Enfin, il y a beaucoup quand même de préconisations. Enfin voilà, c'est vaste à faire le tour. Il y a beaucoup de choses à dire. Pas de cale bébé, pas de cale tête. Ça, niette. Après, tout ce qui va être les cales bébés pour les couchages en asymétrie, ça peut être bien, mais ça, pareil, il faut que le parent l'apporte pour que vous, kiné, vous montriez à la maman et au papa comment placer le bébé. Ok, correctement. Donc sur le côté avec les asymétries en fait à la fois épelvienne et scapulaire. Voilà. Magnifique. Alors Caroline te dit dodo côté, dodo ventre avec les parents présents pour les siestes et non la nuit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que tu as dit, ce que tu as précisé évidemment. Et le plat ventre, et c'est toujours avec la vigilance parentale et en éveil, dans les phases d'éveil. Je veux bien que... En fait, quand on change une couche déjà, plutôt que de lever les fesses du petit bout de chou, le simple fait de le mettre sur le ventre pour nettoyer les fesses, ça y est, on est sur de la prévention, hein. Rien que ça. Et quand ils sont tout petits, même tout petits en fait, alors même s'ils ne sont pas capables encore de soulever la tête, donc ça pareil, on l'apprend aux parents comment pas manipuler, mais comment faire les transferts de position, positionner le bassin, puis les épaules, puis la tête. Et là, déjà, en fait, l'enfant fait l'expérience sensorimotrice du plat-ventre. Voilà, même s'il n'a pas la force nécessaire pour se repousser, parce que ça viendra après, ça. Ça, on est sur les zones de gazelle, mais là, pareil, si vous me lancez là-dedans, je suis partie pour 4 heures. Oui, ben non, parce qu'il y a Aurore qui dit il faudrait faire un webinaire de 3 heures sur ce super sujet intéressant, mais on va le clore ce soir. Bernard, je veux bien que tu prennes la parole. Faut pas me lancer, là. Bah, ouais. Déjà, tu restes 2 jours. Oui, Bérangère, tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche avec ta démonstration. Déjà, le fait de savoir qu'il n'y avait pas que 2 modes de portage, mais des dizaines de modes de portage. En plus, tout ce que tu nous as parlé sur les modes de couchage, les choses comme ça. Donc, effectivement, je crois qu'on va refaire un webinaire, Fred. On va l'inviter de nouveau. Je pense, oui. Je pense que... Voilà, je pense qu'on va vous redonner un lien, chers internautes, pour revenir nous voir. Bon, je tiens quand même à vous remercier, Bérangère. Merci pour cette démonstration. J'en suis bouche bée. J'ai rien dit. Il y a que Fred qui a parlé, mais j'avais rien à dire tellement j'ai écouté. Et n'oubliez pas de nous retrouver déjà dès lundi pour un nouveau webinaire, toujours sur l'enfant. Et là, on traitera des troubles de l'oralité chez le bébé. Et c'est avec Gaël. Qui vient avec Gaël. Voilà. Donc, ça va être le même dynamisme, ça va être la même chose. On va s'éclater. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez revoir donc ce webinaire, ce replay sur le site Wookiné. Voilà, je crois que j'ai plus qu'à vous dire bonne soirée. Merci encore Bérangère et à bientôt. À bientôt à tous. Oui, on fera certainement des webinaires sur la motricité libre, etc. Mais ça fait l'objet de beaucoup de formations et rendez-vous sur le site d'Edelweiss si vous voulez avoir plus d'informations. Et ça sera avec grand plaisir que le site vous donnera tout cela. Merci énormément, très intéressant et super format. Merci, très intéressant. Merci, quelle belle initiative en ces temps de confinement. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Voilà, les mots ont été dits. Merci Caroline pour tes interventions qui ont été importantes. Caroline Roland Le Mercier, je précise le nom entier. Et Gaëlle qui a été présente, c'est très gentil de ta part. À très vite. Merci Bernard, merci Bérangère. Merci, bonne soirée.